Dans ce chapitre, nous allons apprendre à prévoir si une réaction redox va se faire ou non. Nous allons également apprendre à écrire les équations des réactions redox. Démarrons par une expérience où nous mettons en présence du magnésium solide et du cuivre solide avec une solution aqueuse d'HCl. Vous voyez ici qu'on a également de l'étain, du fer, du zinc et du calcium. Nous voyons directement que le magnésium produit une effervescence, c'est-à-dire un dégagement gazeux, et que le cuivre ne produit aucune réaction. Nous voyons également que le calcium et le zinc réagissent fortement et que le fer produit de légères bulles et que l'étain ne produit presque rien. La réaction du magnésium avec l'acide chlorhydrique produit donc du dihydrogène gazeux et du chlorure de magnésium. C'est une réaction spontanée. Le cuivre, par contre, ne réagit pas avec l'HCl, c'est une réaction non spontanée. Écrivons maintenant l'équation ionique de la réaction. Nous pouvons observer que du côté des réactifs, nous avons 2 ions chlorure et que du côté des produits, nous avons aussi 2 ions chlorure. Ces ions chlorure sont des ions spectateurs, ils n'interviennent pas dans la réaction et nous pouvons les enlever. Nous pouvons donc écrire le transfert des électrons avec le magnésium qui subit une oxydation et les ions H+, qui subissent une réduction. La question que l'on se pose est de savoir si on peut prévoir si la réaction va être possible ou non. Eh bien oui, grâce au tableau. Ce tableau, je l'ai plastifié pour que son usage soit plus pratique ici dans mes démonstrations. Observons la position des couples de cette réaction dans le tableau des potentiels standards. Nous remarquons que le couple H plus H2 se trouve au-dessus du couple Mg plus Mg. Selon l'échelle de la force des oxydants, nous remarquons donc que H+ est l'oxydant le plus fort et que selon l'échelle de la force des réducteurs, le magnésium est le réducteur le plus fort. Il y a un transfert d'électrons entre le magnésium et l'ion H+. Dans la réaction du cuivre avec l'HCl, nous observons que la situation est inversée. L'H+ est l'oxydant le plus faible et le Cu est le réducteur le plus faible. Il n'y a donc pas de transfert d'électrons. On peut donc en conclure que pour qu'une réaction soit spontanée, il faut que l'oxydant des réactifs soit le plus fort et que le réducteur des réactifs soit le plus fort. Ils vont générer ainsi un oxydant plus faible et un réducteur plus faible. Dans les trucs et astuces, nous avons d'abord le ZUT et super. On encadre les réactifs. On indique une flèche qui montre les produits de la réaction et on relie les réactifs entre eux. Cela dessine une lettre, soit un Z, zut, ça ne marche pas, soit un S, super, ça marche. L'autre truc est la forme du gamma grec. On prend les réactifs, on les relie entre eux et on regarde les produits. Si la lettre gamma se dessine, alors c'est que ça marche. Nous allons maintenant détailler la méthode qui permet de prévoir quels seront les produits d'une réaction. Dans le tableau, il faut d'abord repérer tous les couples qui contiennent les réactifs. Ensuite, il faut réécrire ces couples par ordre d'apparition dans le tableau. Ensuite, souligner chacun des réactifs qui apparaissent dans ces couples et identifier l'oxydant le plus fort et le réducteur le plus fort. Enfin, on peut écrire les équations. Premier exemple. Nous mettons en présence des ions permanganate et des ions ferreux dans un milieu acide. La première étape est de retrouver dans le tableau des potentiels standards tous les couples qui contiennent ces réactifs. Nous avons donc le couple du permanganate et du Mn2+, le couple du fer 3+, et du fer 2+, le couple du H+, et H2, et le couple du fer 2+, et Fe. Nous soulignons tous les réactifs qui sont présents et nous remarquons que l'oxydant le plus fort est le MnO4- et le réducteur le plus fort, le Fe2+. Nous observons que la lettre dessinée est un S super, ça marche, et cette réaction va donc générer du Mn2+, et du Fe3+. Nous pouvons donc écrire l'équation de la réduction en faisant bien attention de pondérer au niveau des charges et au niveau des matières, et l'équation de l'oxydation, donc le fer 2+, qui se transforme en fer 3+.
On équilibre le nombre d'électrons et puis on additionne les deux équations. Deuxième exemple, nous mettons en présence des ions iodures avec de l'eau oxygénée dans un milieu acide. Nous repérons tous les couples qui contiennent soit l'eau oxygénée, l'iodure ou les H+. On a donc le couple eau oxygénée H2O, O2 eau oxygénée, I2 ion iodure et le couple H+, H2. On repère les réactifs et c'est H2O2 qui est l'oxydant le plus fort et I- qui est le réducteur le plus fort. La lettre correspond à un S, super, ça marche. Nous pouvons donc écrire les produits de la réaction H2O et I2. Nous pouvons ensuite écrire la réduction. Attention, comme il y a un 2 dans H2O2, il faut bien faire x2 au niveau des électrons et bien pondérer au niveau des charges et des matières. Et pareillement, au niveau de l'oxydation, il y a un 2 dans I2, il faut donc multiplier par 2 les électrons. Et quand c'est fait, on additionne. Le troisième exemple est un cas particulier. Il s'agit de la réaction du fer avec l'acide sulfurique. La démarche est la même, nous reprenons tous les couples et nous les replaçons dans l'ordre du tableau des potentiels redox. Nous remarquons que, en soulignant les réactifs et en observant la force de chacun de ces réactifs dans les oxydants et dans les réducteurs, le réducteur le plus fort est le fer et l'oxydant le plus fort, théoriquement, est l'ion sulfate. Or, l'expérimentation nous montre qu'en réalité, c'est l'ion H+ qui réagit d'abord. On peut dire que c'est l'exception qui confirme la règle. En réalité, la réduction des ions sulfates est beaucoup trop lente par rapport à la réduction des ions H+. Et c'est la raison pour laquelle ces ions vont se réduire en premier lieu avant les ions sulfates. Observons quelques situations de la vie quotidienne. Le tableau permet de comprendre la conservation de l'eau oxygénée, par exemple. Alors l'eau oxygénée, c'est un composé que certains connaissent pour avoir décoloré les cheveux, ou alors qu'on utilise aussi pour la désinfection. Alors si vous observez dans ce tableau, l'eau oxygénée se trouve à la fois du côté des oxydants et à la fois du côté des réducteurs. Et l'eau oxygénée peut réagir spontanément avec elle-même. On appelle cette réaction la dismutation. Lors de la dismutation, une molécule d'eau oxygénée réagit avec une autre molécule d'eau oxygénée et forme de l'eau et du gaz dioxygène. Le problème est que cette accumulation de gaz dioxygène dans la bouteille risque de faire exploser le contenant. Et c'est la raison pour laquelle, quand on a de l'eau oxygénée, il faut être très attentif aux conditions de conservation. Alors, on conserve l'eau oxygénée à température basse et surtout dans une bouteille sombre à l'abri de la lumière. Vous pouvez évidemment vous entraîner à chaque fois à retrouver par vous-même les équations de ces différentes réactions. Une autre situation de la vie quotidienne est la technique de la gravure à l'eau forte. On utilise pour ça de l'acide nitrique à 75% et une plaque en cuivre. Alors cette plaque en cuivre, au départ, est recouverte des deux côtés par un vernis qui résiste à l'acide. L'artiste va ensuite graver ce vernis jusqu'à atteindre la plaque de cuivre. Lorsque la plaque de cuivre est atteinte, quand elle va rentrer en contact avec la solution d'acide nitrique dans laquelle cette plaque est trempée, eh bien l'acide nitrique va aller attaquer le cuivre et va aller creuser des sillons dans la plaque de cuivre. Quand c'est terminé, l'artiste ressort la plaque de cuivre, la nettoie avec du white spirit et cette plaque se retrouve gravée grâce à cette méthode. Il ne reste plus qu'à remplir les sillons par de l'encre et on peut alors transférer le dessin sur une feuille de papier. Cette technique permet de reproduire un dessin un certain nombre de fois puisqu'on peut réutiliser la plaque en cuivre. La dernière situation de la vie quotidienne concerne la corrosion des métaux et principalement celle du fer qu'on appelle la rouille. L'oxygène et l'eau réagissent avec le fer pour former l'ion ferreux et les ions hydroxyles. Ces ions précipitent ensemble pour former l'hydroxyde de fer 2. En présence d'oxygène,
L'hydroxyde de fer 2 va se transformer en hydroxyde de fer 3, notamment en oxyde de fer 3 hydraté, et dans un composé qu'on appelle le tétroxyde de trifère, qui est aussi un composé qui rentre dans les minéraux qu'on appelle la magnétite. Le problème avec la rouille, c'est que la rouille est perméable à l'eau et à l'oxygène. Le phénomène de corrosion va donc se produire jusqu'à ce que tous les atomes de fer aient réagi. On parle d'une corrosion profonde du fer. Certains métaux n'ont pas cette corrosion profonde. En effet, le zinc ou l'aluminium, par exemple, ont une corrosion qui se passe en superficie et la couche oxydée devient imperméable et protège la couche sous-jacente, ce qui fait qu'il n'y a que la couche superficielle qui est oxydée. Enfin, il existe une méthode qui permet de protéger le fer de la corrosion. On appelle cette méthode l'électrode sacrificielle. Il s'agit en fait d'aller placer un métal plus réducteur que le fer, par exemple le magnésium, et ce métal fixé sur le fer va s'oxyder avant lui. De cette façon, le fer est protégé. Il faut bien sûr renouveler régulièrement les pièces de cette électrode sacrificielle. Voilà, ce chapitre est à présent terminé. Je vous remercie pour votre écoute et je vous invite à vous entraîner sur la théorie et les exercices de cette matière à la page 212, 213 et 214 de votre manuel. Je vous dis à bientôt pour le prochain chapitre où nous aborderons l'électrolyse, la galvanoplastie et les accumulateurs.